grandi en France. Ensuite de ça, j'ai commencé mes études supérieures en France. Puis, je suis partie à HEC Montréal. Donc, j'ai fait mon bac en administration. J'ai gradué. Et après ça, j'ai commencé à travailler chez Bombardier. Donc, je travaillais en négociation de projet. Euh, Pas du tout. Je travaillais en négociation de contrat et gestion de projet. Mais ouais, un petit peu comme toi. Ouais, Finalement, on a un parcours super similaire. je comprends ton expérience. C'est ça. Donc, en aéronautique, j'ai adoré travailler en aéronautique, même s'il y avait certaines limites avec ma personnalité, je pense, puis ce qui m'était demandé. Mhm. Ça restait quand même une industrie de rêve. Donc, c'était incroyable de pouvoir entrer dans cette industrie. Après ça, j'ai fait un petit passage vers une compagnie de télécommunications. Je suis restée quelques mois, ça va pas durer bien longtemps. C'était zéro aligné avec mes valeurs. Fait que c'était pire que chez Bombardier, dans le fond. Ben, chez Bombardier, tu avais quand même la passion de l'aéronautique. OK. Je trouve ça quand même assez incroyable comme industrie. Ouais. Et tu avais juste des projets qui sont plus grands que toi. J'avais l'impression de participer, d'avoir une petite place dans la société pour l'évolution, en tout cas, dans l'industrie aéronautique. Je comprends. Mais il y avait beaucoup de pression. On connaît, il y a beaucoup de vagues dans l'industrie, tout simplement, c'est des cycles. Et c'était la pression où je me suis dit, bon, je vais aller voir ailleurs si c'est mieux. Et puis finalement, là, je me suis retrouvée l'ennui total. Et c'était juste pas possible. Je Là, supportais tu pas. parles chez Bombardier ou dans l'autre compagnie? Chez Bombardier, il y avait un peu trop de pression. OK, puis là, t'es passé de comme trop de pression à ennui total, dans le fond. C'est ça, c'était l'enfer. Moi, j'ai pas supporté, j'ai l'impression d'être complètement inutile. Ouais. Puis, à la suite de ça, en fait, je suis partie. En fait, je leur ai parlé. Je me suis doutée qu'ils allaient pas vouloir me garder, ça me convenait aussi. Et j'ai eu un temps de pause. Fait que là, je me suis reposée pendant à peu près 3 mois, j'ai hiberné. Puis, le Covid est arrivé. Donc, en fait, je voulais changer de métier. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une occasion pour changer de métier, changer d'industrie complètement? Donc, j'ai repris des études en immobilier. J'ai commencé à regarder ce qu'était le freelancing. Puis, depuis, je n'ai pas arrêté le freelancing. Voilà. Fait que qu'est-ce que tu dirais qui a été ton déclic pour devenir entrepreneur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce job-là que tu t'ennuyais trop ou est-ce qu'il s'est passé autre chose dans ton processus? En fait, j'avais du mal à supporter une structure qui ne faisait pas de sens à mes yeux. Donc, comme la pression pour la pression, comme je voyais aucun intérêt, ça faisait pas avancer la compagnie, ça faisait pas avancer les projets. Et je sais pas, je supportais plus ça. Et je me suis dit, je vais peut-être changer de métier et faire des métiers que j'ai toujours voulu faire finalement. Parce que j'ai fait des études, j'ai suivi un peu ce qu'il fallait faire, des études quand même assez élitistes, on va pas se le cacher. Puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller faire quelque chose qui m'intéresse. Fait que j'ai regardé tous les anciens métiers que je voulais faire aussi quand j'étais petite. Ah, c'est bon, Et voilà. Mais j'avais besoin, par contre, de l'aspect liberté. L'aspect autonome, indépendante. Pas dans une grosse structure où on allait me dire quoi faire. Je comprends parce que pour moi, ça a été la même chose. Là. Tu sais, on a quand même des parcours similaires de passer du corporate role, études business, à comme, à un moment donné, tu craves la liberté, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça la motivation aussi au début pour... C'est ça. Super. Puis comment t'as osé te lancer seule? Parce que c'est quand même quelque chose de se lancer seule versus dans un emploi ou avec d'autres partenaires. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec une amie, puis je lui ai expliqué, en fait, ce que j'avais besoin qu'on me demande juste de travailler, qu'on me demande un effort intellectuel, mais toute la structure, toute la politique qu'il peut y avoir, par exemple, dans les grandes entreprises, ça m'intéressait plus vraiment. Juste d'être embauchée pour ma juste valeur, puis c'est tout. Et en fait, c'est là qu'elle a commencé à me parler d'un gars avec qui on avait étudié à HEC, qui parlait tout le temps de ça, de regarder le mot freelance. Et j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que je suis tombée justement sur Ambroise et que j'ai découvert un monde. Je savais qu'on pouvait travailler en ligne, mais je savais pas qu'on pouvait faire des... comment dire ça? Des métiers de col bleu, entre guillemets, en ligne. Je savais qu'il y avait des journalistes, par exemple, qui travaillaient en freelance, mais ça se limitait à peu près à ça. Ouais, mais c'est ça. Dans le temps,
je me souviens, là, il y avait tellement moins de nomades digitaux qu'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, t'en vois partout dans les cafés, tu vas dans les grandes villes. Ah ouais, c'est ça. C'est fou, mais, tu sais, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas tant de métiers puis de gens qui faisaient ça, fait qu'il fallait vraiment s'accrocher à, comme, certains modèles. C'est ça. Ouais, non, en fait, comme j'ai repris mes études, en parallèle, j'ai commencé tout doucement le freelancing. Il n'y a pas eu un gros déclic. Ça a pris vraiment du temps avant que je commence à avoir ma première cliente, que je me mette à fond dedans, parce que c'était un peu flou encore. Même quand j'ai pris la formation que je me suis fait accompagner, ça a mis plusieurs mois avant que je me dise, OK, je me lance, je fais ça à fond. C'était un petit truc sur le côté, quoi. C'était un peu un rêve. Ben, c'est bien, tu sais, c'est normal. Je pense qu'au début, on a beaucoup de questionnements, qu'on soit pas sûr. Mais c'est juste de, comme, continuer à essayer, puis à un moment donné, tu vois si c'est pour toi ou pas. Puis, tu sais, je pense pour certaines personnes, c'est juste pas pour eux, puis c'est correct, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord. Ils réalisent, mais pour d'autres comme nous, parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on fait ça, c'est l'inverse. C'est comme, oh my God, pourquoi je connaissais pas ça avant? Même s'il y a des défis, puis que, tu sais, on s'entend que c'est pas un long fleuve tranquille, là. Mais aussi, je pense que ça aide beaucoup d'avoir d'autres amis comme freelance, entrepreneurs, d'aller dans un café, d'aller dans des événements. Comme là, on se sent moins comme anormal, moins seul. Ouais, je pense que trouver sa communauté, c'est très, très important, surtout que là, veux pas, il y a quand même des avantages à être en entreprise, c'est que tu as un espèce de tissu social. Quand tu as une difficulté professionnelle, tu peux en discuter, tu peux brainstormer gratuitement. Ouais, mais c'est vrai. Alors que nous, dès que tu veux brainstormer, tu vas peut-être prendre un coach, tout ça. Donc, c'est important de se trouver des amis. Et c'est vrai que le temps de se découvrir, puis voir finalement, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que comme tu dis, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Parce que le stress, je sais pas, de gérer les variations financières, tout ça, ça met du temps, la discipline aussi. On a vraiment beaucoup de chapeaux à porter, là. C'est ça. Comme, donc, pendant tout ce parcours-là, tu te demandes est-ce que je suis à la bonne place, quoi. Ouais. Puis, tu sais, dans tout ton parcours jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Puis comment tu as fait pour, comme, overcome cette difficulté-là? Je pense que c'est le fait d'être un petit peu dans le flou et de pas savoir si t'es sur la bonne voie, de le sentir, mais de pas être capable de le prouver. Tu sais, t'as toujours, je sais pas si tu vois cette espèce d'image-là où t'as deux personnes qui piochent dans une mine, puis t'en as un qui s'arrête parce que il est fatigué, je sais pas, ça fait des semaines qu'il pioche, et l'autre, il continue de piocher, puis t'as le diamant comme qui est juste derrière, mais lui, il le voit pas. Fait que c'est un peu cette sensation-là de t'es pas sûr du outcome, mais juste tu sens que c'est ce qu'il faut faire. Tu parais un petit peu fou. Mais écoute. Fait que c'est comme l'incertitude, comme t'as trouvé difficile? De pas être sûr d'avoir un résultat. La seule certitude, c'est de croire dans tes compétences et de croire dans le fait que tu vas toujours trouver une solution. C'est à peu près la seule certitude que j'avais. Puis comment t'as fait pour vivre avec ça, tu sais, pendant un bon bout? Mais beaucoup de stress quand même, on va pas se mentir. Ouais. Je comprends. En quoi tu dirais que ton héritage et ta double culture ont influencé ta façon de travailler aujourd'hui? Alors, déjà, juste pour recontextualiser, donc, je suis française, j'ai grandi en France, j'ai la culture française, donc je suis métissée France-Sénégal, mais en termes de culture, je suis plutôt française. Quand je parle peut-être d'héritage, je vais peut-être plus parler de l'aspect canadien, parce que finalement, je suis arrivée au Canada à 19 ans, et je me suis bâtie en tant que jeune adulte, jeune femme ici. J'ai étudié, j'ai travaillé ici. Et c'est parfois en retournant en France que je vois un espèce de petit choc culturel où je me dis, wow, je suis même pas sûre que j'arriverai à m'adapter au marché français, de l'entreprise en tout cas. C'est vrai que c'est très différent d'ici. C'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai un peu le meilleur des deux mondes. L'aspect, comment je pourrais dire, assez diplomatique quand même des Canadiens, en tout cas dans mes ressentis de travail, c'est assez chill, comme les gens sont assez respectueux, mais on valorise aussi beaucoup ton expertise. Ouais. Même dans les entreprises, tu peux aller parler à quelqu'un d'assez haut placé, puis la personne va te respecter pareil, puis si elle te respecte pas, c'est peut-être plutôt, ça a trait à l'individu plutôt que à la manière dont c'est perçu, alors que j'ai cru comprendre que peut-être, de par mes amis qui travaillaient en France, c'était peut-être un petit peu plus hiérarchique. Il y avait plus
de formalité dans les échanges en entreprise, tout ça. Donc, je le ressens aussi en entrepreneuriat, même avec les clients. Finalement, ça se ressent. Parce que la plupart de mes clients, ils ont quand même travaillé en entreprise ou leurs clients à eux sont des très grosses entreprises. Donc, il faut quand même avoir les codes. Donc, voilà. Ouais, non, c'est pratique, je pense, d'avoir quand même un background plus dans le corporate. Comme ça, tu peux relate avec certains clients. Exact. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu dirais? Alors, pas de se lancer puis de tout plaquer pour le faire. Pas forcément une bonne idée. Des fois, ça marche, mais c'est sûr que ça peut venir avec extrêmement de stress, là, je pense. Ouais, je pense... ça dépend. Je pense que déjà, c'est apprendre à se connaître. Moi, je sais que si j'y avais pas été à fond à un moment donné, parce que juste j'avais la pression financière d'y arriver, peut-être que je l'aurais pas fait ou j'aurais laissé traîner. En tout cas, on serait pas en train de se parler aujourd'hui. Mais je pense juste apprendre à se connaître, voir aussi son aversion au risque ou pas. Est-ce qu'on est capable de gérer les fluctuations financières? Et souvent, quand les gens viennent vers moi pour me demander, OK, j'aimerais bien faire ce que tu fais, c'est-à-dire, par exemple, voyager, parce que je suis digital nomade aussi, et devenir freelance, je leur dis, en fonction de ce qu'ils me disent de leur personnalité, apprends un logiciel, commence à faire des petits projets sur le côté en plus de ta job. Ça se fait bien. Commence sur le côté, puis bâtis-toi une réputation, comme mets cet effort-là à côté. Parce que dans tous les cas, même s'ils quittent leur job, ils devront mettre le même nombre d'heures, si ce n'est plus, parce qu'ils auront la pression financière, donc ils vont avoir du mal à s'arrêter et ils n'auront pas la stabilité financière. Donc, voici mon conseil. Si vous avez une stabilité financière, commencez tranquillement sur le côté. Juste, il faut être super discipliné. Mais... Ben, je pense que c'est un bon conseil, là. Moi, j'ai commencé un petit peu pendant mon emploi permanent temps plein, tu sais. Ouais. Puis, honnêtement, ça m'a permis de comme prendre confiance, comprendre un peu c'était quoi le freelancing, comprendre à gérer certains premiers clients avant de comme être full-time là-dessus. Puis, tu sais, oui, il y a eu quand même des incertitudes, des périodes de stress, tout ça, mais, tu sais, je pense que ça peut être vraiment, vraiment sécurisant pour certaines personnes. Puis au final, le outcome est le même. Tu sais, tu deviens freelance, entrepreneur. Fait que... C'est ça. Puis en plus de ça, tu as quand même une période de quelques mois où tu dois adapter, je sais pas comment dire, ton système nerveux, ton système nerveux au stress du fait de lancer en indépendant, de pas avoir de sécurité. Puis ça peut prendre plusieurs mois, puis ça peut aussi se faire en douceur. Je me dis, si tu as une job, ne serait-ce qu'à temps partiel à côté, tu peux l'apprendre en quelques mois, puis après, comme tu peux monter en compétences facilement. L'avantage, c'est que c'est toi qui décides. Ouais. Donc, quand tu as envie d'accélérer la vitesse, c'est toi qui le fais, ce que tu peux pas faire quand tu es en grande entreprise. Ce que je trouvais très frustrant, d'ailleurs. Je comprends. Puis si tu avais recommencé demain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment ou pas? Pas vraiment, parce que quand tu sais pas les choses, tu les sais juste pas. Fait au début, je pense qu'on s'est tous fait un peu attraper dans le piège de t'attends ton prochain coaching miracle, ta prochaine formation miracle. Comme il y a pas toutes les erreurs que j'ai faites, elles faisaient du sens pour me faire avancer. Soit j'avais besoin d'être rassurée, pas en termes de compétences, mais on passe tous par ces phases-là où tu penses que c'est ton prochain coach qui va te dire exactement quoi faire puis te sauver la mise dans ton parcours entrepreneurial. Mais en fait, c'est de la confiance en soi, c'est de la pratique, c'est juste réitérer, faire beaucoup d'erreurs, puis ça, tu peux pas l'éviter vraiment. Je comprends. Ben, tant mieux si t'es en paix avec ton parcours. Ouais, avec toutes mes belles erreurs. Je comprends. Donc, sinon, pourquoi la majorité des CEO se retrouvent-ils prisonniers de leur business selon toi? OK.